Le pouvoir de la religion pour tourner les hommes vers la bonté, c'est le thème du rassemblement interreligieux qui a débuté aujourd'hui à Bamako, une rencontre qui coïncide avec le 27e jour du mois béni de Ramadan. Changer de style vestimentaire et de coiffure durant le Ramadan sont devenus une habitude chez bon nombre de jeunes maliennes. Avec ce nouveau comportement, ce sont des commerçants qui se frottent surtout les mains. C'est le dossier de cette édition. Sport basketball, les dames du stade malien de Bamako sont les plus fortes. Elles l'ont confirmé hier à l'issue de la 3e journée des play-offs en battant le Djoliba à C88-53. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République. Le président de la République par intérim est arrivé hier dans la soirée à Djeddah. À sa descente d'avion, Dioncounda Traoré a été accueilli par le prince Michal Ben Malid Al Saoud, neveu du roi et gouverneur de Djeddah. Après un bref entretien entre les deux personnalités, le président Dioncounda Traoré est parti pour la Mecque où il prendra part au Umrah. Auparavant, le président de la République s'était rendu au Tchad où sur place il s'est entretenu avec le Premier ministre. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Niaza Koulibaly. Première étape de cette visite du président Dioncounda Traoré en Arabie Saoudite pour l'Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque, N'Djamena, où il a effectué une escale technique. À l'accueil, le Premier ministre tchadien Joseph Djimnangar Datnadji, accompagné du consul du Mali à N'Djamena, M. Mokhtar Saleh. Aussitôt, dans le salon de l'aéroport, le président Dioncounda Traoré a eu un bref entretien avec M. Datnadji. Le président Idriss Déby étant en tournée à l'intérieur du pays, nous a-t-on dit. Après N'Djamena, cap sur Djeddah, où le président de la République par intérim, M. Dioncounda Traoré, a été accueilli en début de soirée par le prince Michal Ben Majid Al Saoud, neveu du roi et gouverneur de Djeddah. Après un bref tête-à-tête avec le prince Michal Ben Majid, le président Dioncounda Traoré s'est rendu avec sa délégation à la Mecque par la route pour l'Umrah. Activité politique à présent, le candidat du Rassemblement pour le Mali se prononce enfin sur le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet dernier. Ibrahim Boubacar Keïta salue le peuple malien pour sa mobilisation massive et son vote utile. IBK invite ses compatriotes à rester mobilisés pour les prochains rendez-vous. Reportage Bourama Traoré. Les candidats du Rassemblement pour le Mali auront le silence et s'expriment sur le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet. Les premiers mots d'Ibrahim Boubacar Keïta sont ceux du remerciement du peuple malien pour sa mobilisation historique et son engagement en faveur de la démocratie. Chapeau à notre peuple. En m'accordant environ 40% de suffrages et une large avance sur les autres candidats, le peuple malien a exprimé un premier choix très clair. Un premier choix très clair, mais aussi un premier succès pour le Mali selon les candidats du RPM. À en croire Ibrahim Boubacar Keïta, le meilleur est à venir. Mais cela passe par un vote massif au second tour prévu pour le 11 août, a-t-il indiqué. Le 11 août, je vous demande d'amplifier votre vote. Je vous demande de m'accorder une majorité claire et nette, une majorité indiscutable, qui me donnera la force de conduire le redressement national auquel vous aspirez. Le vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle dit incarner le vrai changement pour bâtir un Mali nouveau, un Mali de paix. Faites le choix de la justice et de la vérité. Faites le choix du courage et de la volonté. Faites le choix de l'éthique et de l'intégrité. Maliennes et Maliens, le Mali a rendez-vous avec l'histoire. Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Avec l'aide de Dieu, je suis à vos côtés, je resterai à vos côtés pour réussir ce rendez-vous. Inch'Allah. Pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens. Le candidat du RPM à l'élection présidentielle conclut par un appel à ses militants à préserver l'esprit de paix et de responsabilité qui a prévalu tout au long du processus électoral.
Nous continuons de recevoir des réactions après le premier tour de l'élection du président de la République. Le Séné de Faso Yirouaton, après des résultats du premier tour, félicite le peuple malien pour sa participation massive à ce rendez-vous électoral, félicite l'ensemble de ses militants et sympathisants. Pour le deuxième tour, le parti demande à tous ses militants de voter Ibrahim Boubacar Keïta. Autre réaction, celle du président du Rassemblement pour le Mali qui remercie ses militants et sympathisants pour avoir pris part à ces scrutins et rappelle que la voie à suivre pour le deuxième tour, la direction du parti est en concertation et définira incessamment la ligne à suivre. Je vous l'annonçais dans les titres, les pouvoirs de la religion pour tourner les hommes vers la bonté. C'est le thème retenu par la Fédération pour la paix universelle qui a organisé aujourd'hui un rassemblement interreligieux. Cette rencontre coïncide avec le 27e jour du mois de Ramadan, la journée commémorative aussi de la disparition du fondateur de la Fédération. La cérémonie était placée sous la présidence de Traoré Mintou Doucouré, épouse du président de la République. Compte rendu Garibou Pérou. L'islam et le christianisme recherchent la paix universelle. Ce rassemblement interreligieux sous le thème « Le pouvoir de la religion pour tourner les gens vers la bonté » reste un cadre idéal. Il est organisé par la Fédération pour la paix universelle et coïncide avec la première date commémorative de son fondateur coréen, Dr Sang Yang Moon. L'islam et le christianisme, dans leur forme la plus pure, ne sont pas des religions de conflit et de confrontation. Toutes les deux attachent de l'importance à la paix. Les livres saints des deux religions ont une racine commune. Il s'agit de nettoyer les impropriétés intérieures et suivre Dieu à travers ses prophètes dans la spiritualité. L'islam ne cherche que la paix, tolérance. C'est comme ça l'islam qui cherche et qui demande aussi non-violence. La restauration de la paix mondiale et de l'unicité des hommes est possible, pourvu que les uns et les autres acceptent le déploiement d'efforts et affichent une volonté constante. Une culture de paix et de non-violence signifie que la paix devrait être une façon d'être, de faire et de vivre au sein d'une société, ancrée profondément dans les consciences et les attitudes. La tenue de cette rencontre est une expérience spirituelle. Ni l'islam ni le christianisme ne sont dans l'erreur, mais seulement un enseignement erroné de ces religions engendre des préjugés. Pour ce faire, chaque religieux doit s'impliquer pour mettre fin à toute guerre, ont-ils précisé. Après la projection d'une vidéo sur le parcours du docteur Sang Yang Moon, Mme Traoré Mintou Doucouré, première dame du Mali, Mme le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et Mme le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant sont distinguées ambassadrices de la paix de la Fédération pour la paix universelle. Le scrutin du dimanche dernier s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Kidal, où l'on a noté cependant une faible participation. Comment améliorer le taux de participation pour le prochain tour? C'est le sujet qui préoccupe l'Association nationale des jeunes du Nord pour la paix et le développement de Kidal. Elle a présenté ce matin un projet sur le sujet, compte rendu à Dibou Koulibaly. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation de la population dans la région de Kidal était plus faible que dans le reste du pays. Et ceci à cause de la crise que traverse cette région. Colonel Adama Kameseko, gouverneur de la région de Kidal, ne se laisse pas décourager. Chaque jour à Kidal, nous faisons un petit pas. Minime qu'il soit, nous faisons un petit pas. Plusieurs petits pas feront un grand pas. Nous sommes partis d'abord en premier lieu pour faire les élections et nous l'avons fait. Et Kidal a voté et le Mali a voté. L'association Action nationale des jeunes du Nord pour la paix et le développement de Kidal veut que cela change. C'est pourquoi elle vient de lancer un projet pour motiver plus de jeunes et de femmes à aller aux urnes et participer au processus politique. Nos messages sont simples. C'est de dire aux gens d'aller au moins se retirer leur carte Nina, même s'ils ne veulent pas voter pour un candidat déterminé. C'est de dire à nos frères et sœurs de ne laisser personne décider à leur place. Le projet consiste à former des animateurs de radio et à produire des sketchs et scènes de théâtre qui transmettent le message de sensibilisation, entre autres. Elle a pour autre objectif la promotion du développement socio-économique de la région de Kidal, la promotion de l'émancipation politique des jeunes de la région de Kidal et leur participation aux prises de décision. Les jeunes de Kidal sont déjà très motivés. Nous, on attendait ce projet-là depuis très longtemps pour mobiliser la jeunesse de la région, notamment de Kidal, et pour
inciter la population à vraiment aller retirer leur carte Nina et à voter. Le but de ce projet est la sortie de la crise par le dialogue et la réconciliation du pays. Il est financé à environ 8 millions de francs CFA à travers le projet d'appui au processus électoral du Mali. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali suite à la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle tout en se félicitant du climat apaisé dans lequel s'est déroulé le premier tour de l'élection rend hommage avec une mention spéciale pour la population du Mali de Kay à Kidal. Toutefois, l'association dit avoir constaté avec regret que malgré la forte mobilisation de la population pour ces votes historiques, plus de 400 000 votes ont été annulés. Elle souhaite une meilleure formation des populations quant à la manière de remplir le bulletin de vote. En quatrième région, le commandant de la MINUSMA, le chef d'état-major général des armées et le gouverneur de région ont visité plusieurs sites touristiques dont les 7 vestibules du fondateur du royaume Bambara de Ségou, Biton Mamadi Koulibaly. À l'issue de cette visite, le général français s'est dit émerveillé par l'accueil et l'accompagnement des Maliens. Reportage d'Ougoufana Traoré. Cette visite a commencé par des échanges de mots au pied-à-terre du gouverneur. Thierno Boubacar Sissé a fait observer une minute de silence à la mémoire de tous les soldats tombés sur le champ de la libération du Mali. La région de Ségou, à l'instar de tout le reste du Mali, est heureuse et fière de la présence du chef de la mission Serval aux côtés des forces de défense et de sécurité du Mali dans cette noble mission de la restauration de l'intégrité du territoire. On a le sentiment d'être venu ici au Mali pour la bonne cause. J'ai fait beaucoup d'interventions et d'opérations extérieures et jamais j'avais ressenti, et je pense être l'interprète de tous mes hommes, jamais nous avions ressenti le fait que notre mission s'inscrivait autant dans une cause juste. Après cette cérémonie, direction les sites touristiques. Pendant près de 4 heures, le général de Saint-Quentin s'est largement baigné dans la riche culture Bambara de Ségou. D'abord à Sekoro, où se trouvent le mausolée et les 7 vestibules de Biton Mamadi Koulibaly, le fondateur du royaume Bambara de Ségou. Il y a 301 ans, quand le roi de Ségou devait recevoir ses hôtes, ces derniers devaient traverser les 7 vestibules avant d'être face à Biton Koulibaly. Chaque vestibule avait son secret. Hydromiel, dolo, oracle, griot, et chaque salle renseignait le roi sur le caractère de son visiteur. Selon le chef de village de Sekoro, Kokedien Koulibaly, un des petits-fils de Biton Mamadi Koulibaly, plusieurs fétiches et autres instruments de pouvoir de Biton sont gardés en secret. Cependant, les gourdins, les fusils, les haches, les saguets, la peau sur laquelle s'asseyait le roi de Ségou sont encore visibles. Autre monument visité, c'est celui de Louis Archinard, ce Français qui a mis fin au règne de El Hadj Oumar en 1893. Le ndomo ou l'atelier de teinture traditionnelle a été visité par le général de Saint-Quentin. On apprend ici que chaque signe sur le bogolan a une signification bien déterminée. La remise des cadeaux par les autorités militaires et civiles et du maire de la commune rurale de Pelengana a mis fin à cette visite. Une riche culture, une importante quantité de denrées alimentaires destinées aux ménages déplacés des régions nord à Sikasso. Le geste est du gouvernement de la République du Mali à travers le ministère de l'économie et de l'action humanitaire. Un geste de solidarité qui intervient quelques jours seulement avant la célébration de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. C'est Kokonaté. Le présent appui de l'État à travers le ministère de l'économie et de l'action humanitaire est constitué de 40 tonnes de riz, 20 tonnes de mil, 10 tonnes de sucre, d'huile, de lait et autres denrées. Il est destiné à 1000 ménages à travers la région de Sikasso. Depuis que nous sommes là, il y a eu beaucoup d'actions en faveur des déplacés, de manière directe par l'État, de manière indirecte des partenaires de l'État qui ont aidé les déplacés. On est vraiment très contents, surtout à l'approche de la fête. Ainsi, chaque ménage recevra 25 kg de riz, 15 kg de mil, du sucre, de l'huile, du lait et autres denrées. Une initiative qui intervient à un moment où les autorités de notre pays mettent en marche le mécanisme de retour des déplacés. Des dispositions sont en cours au niveau des directions régionales du développement social et de la promotion des femmes pour le recensement de cela d'entre vous désireux de retourner au bercail. À rappeler que le nombre de déplacés en 3e région est estimé à 13 004 personnes.
Dans la capitale des rails, maintenant, une délégation de la plateforme des cadres et leaders des Kel Tamashek pour l'unité nationale au Mali a séjourné ce week-end à Kayes. Elle a rencontré hier les autorités administratives, politiques, la société civile pour leur expliquer les objectifs de la plateforme, une association qui réaffirme l'attachement des Tamashek à la République du Mali et qui entend œuvrer à la réconciliation et à l'unité nationale à travers les cadres de concertation au niveau régional et local. Kayes, Mohamedou Aliou Bari. Les cadres de la région de Kayes et la société civile sont venus nombreux pour cet échange d'idées, d'informations sur la plateforme des cadres et leaders de Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali. Créée en avril 2013, elle a pour objectif de réaffirmer clairement l'attachement de la communauté de Kel Tamashek du Mali à la République, à la démocratie et à l'état de droit, mais aussi proposer des solutions crédibles aux problèmes d'intégration sociale et d'harmonie entre les populations en vue de la consolidation de l'unité nationale. Si nous voulons, au moment où nous parlons de réconciliation d'unité nationale, il y a autant de choses que nous devons accepter, de regarder en face, de faire le point. Et une fois qu'on a fait le point, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut aller d'avant, de façon sereine. Au cours de ces échanges d'idées, l'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Hamani a expliqué le pourquoi de cette plateforme, les objectifs et surtout les résultats attendus. Mon dernier mot, c'est toujours celui de lancer un appel à nos frères qui ont pris des armes contre leur pays, qu'ils reviennent à la raison, pour que vraiment la paix revienne dans cette partie et pour qu'on s'occupe de la consolidation de l'unité nationale pour le développement de tout le Mali en entier. Signalons que l'association souhaite mettre en place, avant le retour des populations déplacées et réfugiées, des cadres de dialogue et de concertation au niveau régional, local et communal, et regroupant les élus, les chefs traditionnels et les leaders d'opinion. Les marchés de Gao sont suffisamment fournis en produits maraîchers en provenance de la région de Sikasso. Mais avec le retour des déplacés et des réfugiés, les prix de ces différents produits ont pris de l'ascenseur. Outre les légumes, tenez-vous bien, le kilogramme de viande est passé de 2 000 à 3 000 francs CFA. À Gao, acheteurs et vendeurs se plaignent de cette situation. Drissa Kone et Djibril Bakayogo ont fait un tour au marché de Gao, suivant les reportages. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les produits maraîchers et les tubercules en provenance de Sikasso se font rares sur les marchés de Gao. Le système est simple. Une fois par semaine, les camions ravitaillent les marchés de la ville. Un kilo du transport, un kilo de quitter à Sikasso à venir à Gao. Un kilo fait 30 francs. Tu as compris? Le tonne, c'est 30 000. Souvent, on prend la pomme de terre de 25 kilos même. Tout peut gâter maintenant parce qu'il fait chaud. Ces difficultés agissent sur les prix de ces produits. Le pomme de terre, le kilo actuellement, c'est 1000 francs. L'igname 500, patate 200, banane 500. Un concombre fait 150, 125. Les piments, 1 par 25. 2 pour 25. Les poivrons, 1 pour 50, 175. Même il y en a pour 100 francs. Le prix du kilogramme de la viande vient de connaître une augmentation. De 2 000 francs CFA, il est vendu aujourd'hui à 3 000 francs CFA. Une situation qui embarrasse et les bouchers et les clients, surtout que la 7e région est une zone d'élevage par excellence. On peut acheter un bœuf jusqu'à 550. Il n'y en a pas assez de bœufs. Ça aussi, ce sont des bœufs qu'on va chercher chez les propriétaires. Il n'y a que moins de nous qui peut acheter parce que le kilo, j'entends maintenant les bouchers même disent que le kilo, même s'il a vendu le kilo à 3500, que ça ne peut pas aller. Même moi, en tant que boucher, ça me fait mal. Ça me fait même honte de vendre ça aux gens à 500 francs. Qu'est-ce que les gens vont manger? Ils ne vont pas les manger les doigts quand même. Vraiment, les marchés de Gao, c'est cher. Après la viande, parlons à présent des poissons. Au Sénégal, le produit est de retour dans les plats et c'est là 1 an après l'interdiction de la pêche industrielle. Cette mesure qui avait été prise par le gouvernement visait à renouveler le stock. Aujourd'hui, dans le pays, on retrouve le poisson de meilleure qualité pour le plat national. Il s'agit du tchapidien et la marmite est au feu. Suivez. Khadi vient faire ses courses au marché Castor. Ce matin, sa vendeuse habituelle n'a pas son poisson préféré. Heureusement, aujourd'hui encore, les étals de poissons sont tous bien fournis. Chez elle, un tchéboudienne, le riz au poisson plat national, est au menu. Toute la famille se retrouve autour du bol. Le bon tchéboudienne se fait avec du gros poisson. Nous avons seulement du poisson de taille moyenne, mais je ferai avec. Le poisson n'a pas eu le temps de grandir. Ça fait juste 1 an que les côtes sénégalaises sont au repos. L'an dernier,
Pour renouveler le stock de poissons, le gouvernement sénégalais a pris la décision d'annuler des autorisations de pêche industrielle. Conséquence, le poisson est de retour. En mer, Mamadou, pêcheur traditionnel, retrouve ses amis. À bord de leurs petites embarcations, ils sont contents de ne plus aller trop loin et de réaliser une bonne pêche. C'est vrai que nous ne voyons pas toutes les espèces habituelles. Mais là, nous avons des espèces moyennement appréciées. Puisque ce sont les seules que nous attrapons, leur prêt à grimper, et ça nous fait vivre. Greenpeace veut aller plus loin. L'organisation environnementale sensibilise les pêcheurs artisanaux. Ces derniers sont estimés à plus de 20 000 sur la côte. L'ONG les appelle à une pratique plus responsable pour préserver et améliorer les ressources halieutiques. En accrochant un poisson sur le filet, le pêcheur lance un message. Nous voulons que nos filets se remplissent. Nous voulons que vous arrêtez de saccager nos océans. Nous voulons que nos moyens de subsistance soient préservés. Les pêcheurs traditionnels assurent maintenant près de 90% de la consommation locale de poissons. Au Sénégal, on rêve déjà du retour en quantité des espèces comme le tchof ou mérou blanc. Cette espèce emblématique qui faisait la fierté des Sénégalais et la particularité du riz au poisson. Toujours hors de nos frontières, activités politiques au Zimbabwe, le président sortant Robert Mugabe a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Il a obtenu 61% des voix, une victoire haut la main dès le premier tour. Les jeunes partisans de Mugabe font déjà la fête. Les jeunes partisans de Robert Mugabe exultent et célèbrent symboliquement l'enterrement de l'opposition. Certains n'étaient même pas encore nés quand le président zimbabwéen a pris le pouvoir il y a 33 ans. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Leur leader, âgé de 89 ans, rempile pour un nouveau mandat. C'est officiel. Mugabe Robert Gabriel, du parti ZANU-PF, est dûment élu président de la République du Zimbabwe. Cela prend effet aujourd'hui. À la présidentielle, Robert Mugabe totalise 61% des voix. Aux législatives, son parti ZANU-PF rafle les 2/3 des sièges du Parlement. Une victoire haut la main obtenue dès le premier tour. Dans les rues de la capitale, Harare, les réactions ne manquent pas. Pour moi, les résultats de l'élection sont justes. Tout a été très pacifique. Ces résultats sont très choquants. Très choquants. C'est totalement inattendu. Dans le camp de Morgan Tsvangirai, on s'étonne aussi et on s'indigne surtout. Le candidat battu arrive bien loin derrière Robert Mugabe avec 34% des suffrages. Il ne reconnaît pas les résultats et entend les contester par tous les moyens légaux. Cette élection frauduleuse et volée plonge le Zimbabwe dans une crise constitutionnelle, politique et économique. L'Union européenne, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne ont dénoncé le manque de crédibilité de ces résultats. Malgré de sérieux doutes sur l'honnêteté de ces élections, Robert Mugabe a reçu l'aval des observateurs africains. Le président sud-africain Jacob Zuma l'a déjà félicité. Autre pays, autre élection en Iran, le nouveau président vient d'être investi. Hassan Rouhani, c'est son nom, devient ainsi le 7e président de la République islamique d'Iran. Un mois après son élection, il dévoile ici sa priorité. C'est lui, le nouveau président iranien. Ruban blanc et cape noire des mollahs sur le dos, Hassan Rouhani devient officiellement le 7e président de la République islamique d'Iran. Le guide suprême lui a remis un document, symbole de la passation de pouvoir. Un mois et demi après son élection, le religieux modéré affirme sa priorité, lever les sanctions internationales qui étranglent l'économie du pays. Le pays a besoin d'une volonté nationale qui s'éloigne de l'extrême et de l'extrémisme dans l'élaboration des politiques et de la gouvernance, pour se concentrer sur l'autorité et le respect de la loi. L'Iran est sous pression constante car Israël et les pays occidentaux l'accusent de chercher à se doter de l'arme atomique. Bien que le nouveau président affirme maintenant être plus ouvert sur ce dossier sensible, Israël n'y croit pas. Le président de l'Iran a peut-être changé, mais l'objectif du régime est toujours le même. L'intention de l'Iran est de développer une capacité nucléaire, des armes nucléaires pour détruire Israël.
Le peuple iranien, lui, attend beaucoup d'Hassan Rouhani, lui qui pour le moment s'affiche comme un modéré, loin de l'attitude belliqueuse de son prédécesseur. Rouhani a dit qu'il espérait établir des relations amicales avec les autres pays du monde, incluant les États-Unis, la Grande-Bretagne et tout autre pays qui respecte les droits de l'Iran. Je pense que Rouhani y arrivera. À 64 ans, le nouveau président est donc confronté à des défis de taille. Le premier en date, persuader le Parlement d'approuver sa liste de ministres présentée aujourd'hui lors de sa prestation de serment. Une cérémonie à laquelle les Occidentaux étaient invités pour la première fois. Retour à l'actualité nationale, la République du Bénin a célébré hier le 53e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Pour magnifier cet événement, la représentation diplomatique du Bénin dans notre pays a organisé une réception. Étaient présents à cette cérémonie commémorative les membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs autres personnalités. Reportage Abdraman Maïga. 1er août 1960, 1er août 2013. Il y a de cela 53 ans que la République démocratique du Bénin accédait à sa souveraineté nationale et internationale. C'est pour magnifier ce 53e anniversaire que l'ambassade du Bénin au Mali a organisé cette réception. Cérémonie traditionnelle qui regroupe autour du Conseil honoraire la communauté béninoise, les ambassadeurs des pays amis, des membres du gouvernement et les représentants des organisations internationales implantées au Mali. Le 1er août est une date historique dont la double charge émotionnelle et patriotique aiguise notre fierté et nous interpelle sur l'engagement que nous avons pris de bâtir une nation béninoise, fraternelle, épanouie et solidaire, reposant sur le socle des valeurs cardinales de paix, d'unité et de cohésion. Moment de communion et de partage, cette réception constitue également un espace de dialogue autour des préoccupations de l'heure, qui sont l'élection du président de la République du Mali et le renforcement de la cohésion entre les Béninois vivant au Mali. Je demande à tous mes frères étrangers au Mali de s'occuper de leur travail et de leur famille, évitant les faux problèmes. Autre point ayant été évoqué au cours de cette rencontre, c'est la coopération entre le Mali et le Bénin. Cette collaboration, au dire du ministre Moussa Senko Koulibaly, se porte bien. Le Bénin n'a pas ménagé ses efforts à travers la médiation de la CEDEAO, qui aussi, à ce niveau, nous permet actuellement d'aller vers la résolution définitive de la crise institutionnelle. Avec l'organisation reçue du premier tour de l'élection présidentielle, nous savons et nous sommes sûrs que nous allons continuer à bénéficier de l'apport du Bénin. Pour appuyer le Mali dans son combat contre le terrorisme, la République démocratique du Bénin a envoyé dans notre pays des bataillons forts de 300 éléments chacun. Le premier au compte de la force spéciale chargée de la sécurisation des installations de l'aménagement et le second dans la région de Kidal. Activité de développement, près de 60 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 6 forages dans la commune de Fourou, dans le secteur de Kadiolo. L'œuvre aide la société minière Siama. La réalisation de ces ouvrages devra contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Le compte rendu de Cheikh Nabachili. La consommation de l'eau potable par les communautés des zones minières est une des préoccupations majeures de la société minière de Siama. Certes, des infrastructures d'eau potable ont été réalisées dans la commune, mais la société minière de Siama, à travers le nouvel acquéreur de la mine, l'entreprise australienne Resolute Mining Limited, décide de multiplier les infrastructures permettant d'améliorer les conditions d'alimentation des populations en eau potable et faciliter les activités de maraîchage. Pour ce faire, après avoir fait l'état des lieux, les miniers de Siama viennent de réaliser 6 infrastructures d'eau potable dans la commune avec une enveloppe de 59 760 000 francs CFA entièrement financée par la société. Les villages Golopene, Tabakoroni et Lolé ont chacun bénéficié d'une infrastructure d'eau potable. Quant à la ville de Fourou, chef-lieu de la commune du même nom, a bénéficié de 3 infrastructures d'eau potable. En recevant les clés des 6 infrastructures d'eau potable des mains des responsables de la société minière de Siama, les responsables politico-administratifs de la localité ont tour à tour donné l'assurance aux donateurs que bon usage en sera fait avant de préciser
que ces infrastructures d'eau potable vont réduire la consommation d'eau non potable par les populations. Occasion pour le 3e adjoint du maire, M. Brema Traoré, de lancer un vibrant appel aux responsables des villages bénéficiaires et aux membres des comités villageois chargés de la gestion de l'eau afin que ceux-ci s'impliquent activement dans l'entretien régulier des infrastructures d'eau potable. Les infrastructures ont besoin de sécurité. Plus de 300 éléments des forces de défense et de sécurité ont mené hier une patrouille de grande envergure à travers les 6 communes du district de Bamako. Initiée par la police nationale, cette opération vise à sécuriser la population et à dissuader les bandits. Compte rendu Fademba Keïta. Répartis entre 4 secteurs, pilotés chacun par un responsable, cette patrouille de grande envergure des forces de sécurité s'inscrit dans le cadre de leurs missions habituelles. Il faut que les populations du district se rendent compte que vous, forces de l'ordre et de sécurité, veillez sur elles, qu'elles peuvent dormir tranquillement. Au secteur 2, qui englobe les communes 3 et 4, la patrouille a été marquée par des fouilles systématiques des véhicules et des contrôles des pièces d'identité des personnes. En commune 5, relevant du secteur 3, tout s'est bien déroulé sauf quelques cas de réticence. Les usagers soumis au contrôle, tout comme les citoyens témoins de la patrouille, apprécient l'initiative à sa juste valeur. Si toutes les choses pouvaient se faire ainsi, tout ira. Les fouilles et contrôles des pièces nous tranquillisent. Là où le pays est maintenant, nous-mêmes, on a peur. Donc je veux que la patrouille même, ça continue même. Là où ça est maintenant, ça nous arrange beaucoup. Un habitant de Bako-Djikoroni abonde dans le même sens, mais souhaite sa pérennisation et un peu plus de rigueur. Je suis très content si ces gens-là font leur travail comme il le faut. Si on contrôle bien, c'est pour notre sécurité, sécurité du peuple malien. On est vraiment content, on les encourage et nous allons les soutenir dans leurs activités. Selon les forces de sécurité, la lutte contre l'insécurité, notamment le banditisme, dans nos villes ne saurait combler les attentes sans une franche collaboration de la population. Nous arrivons au dossier de cette édition. Changer de style vestimentaire et de coiffure durant le ramadan sont devenus une habitude chez beaucoup de jeunes maliennes. Force est aussi de constater que même les expositions de tenues dans les magasins ont connu des réaménagements. Les tenues comme les bodys, robes, jupes sont cédées à la place donc des tenues traditionnelles. Avec ce nouveau comportement, ce sont des commerçants qui se frottent sur tous les mains. Ce dossier est signé Kadiatou Kone. Nous sommes à Faladié, en commune 6 du district de Bamako, sur l'avenue de l'Oïa. Dans cette boutique, on ne voit que les tuniques qu'on appelle djellaba pour cause le mois de Ramadan. Un mois d'abstinence et de changement de comportement et même de la mode vestimentaire, surtout chez les jeunes filles. Les magasins aussi suivent cette mode. Il y en a avec des pains, parce que souvent les femmes veulent des pains. Ça, c'est avec les pantalons. Ouais, tu peux voir. Même il y en a avec des pains. Le mois de Ramadan est un mois béni, c'est pourquoi nous nous habillons décemment pendant cette période, nous explique cette jeune dame que nous avons rencontrée dans la boutique des tuniques en train de choisir une robe djellaba. En tout cas, ce nouveau comportement des jeunes filles fait l'affaire de ce boutiquier. Pour le mois de Ramadan, je vends beaucoup, 10, 15 souvent. Mais pendant le mois de Ramadan. Un peu plus loin sur la même avenue, la tendance reste la même. Dans les vitrines des habits, comme les bodys, les jeans slim, les robes sexy, on cède la place aux robes, djellaba, hijab, abaya, etc. Partout dans les rues de Bamako, toutes les filles respectent cette tradition. Tête voilée, robe longue jusqu'aux chevilles, voici entre autres l'image qu'elles se font pendant ce mois. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de bien se comporter pendant le mois là. Donc tout le monde doit le faire. La meilleure quand nous menons, souvent nous sommes là, quand il faut arrêter tout à la kodo à fene. Pendant que notre vendeur de robes djellaba augmente sa vente quotidienne, ce salon de coiffure traverse une mauvaise passe en cette période. L'absence de la clientèle est le principal souci de cette coiffeuse. Un grand calme règne dans son salon de coiffure. Aïssata, que nous avons trouvé en train de causer, nous explique son désarroi. On ne trouve pas de clients maintenant, la fille ne fait pas de mèches pendant le mois de Ramadan. Les rares clientes qui se présentent chez elle viennent généralement que pour un défrisage ou pour un shampoing. Je suis venue juste pour faire un shampoing parce que nous sommes le Ramadan, donc je ne veux pas faire de mèches et de tissage.
Le ramadan a porté une influence sur le choix de la coiffure des jeunes filles. L'abandon des mèches s'explique par le fait que l'islam n'apprécie pas que les femmes rajoutent des mèches à leurs cheveux. Donc, durant cette période, elles préfèrent abandonner ces coiffures pour respecter cet interdit. Alors, les fauteuils bourrés des salons cèdent eux aussi la place aux nattes de marché de Médine. Ici, les tresses africaines comme le bolognier et les couettes sont très sollicitées. Le groupe de coiffeuses de ce marché dit avoir fait que ce genre de coiffure depuis le début du mois de Carême. Cette cliente fidèle à cette tradition nous explique son choix. Je trouve que toutes les filles sont très belles pendant le mois de Ramadan grâce à leur tenue vestimentaire et leur coiffure, nous dit un monsieur qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Ce changement de mode, certaines filles le font de leur propre gré, même en dehors du mois de Ramadan, tandis que d'autres se sentent dans l'obligation de le faire et je trouve cela un peu hypocrite. En tout cas, bravo aux jeunes filles maliennes, a-t-il ajouté avant de s'en aller. Voilà un grand format signé Kadijatou Kone. Sport football, Coupe de la Confédération phase des poules, le stade malien de Bamako a été battu cet après-midi sur ses installations 2-1 par le club sportif sfaxien de Tunisie. Cette défaite classe le stade malien à la dernière place avec 0 points, tandis que son adversaire survole les débats avec 6 points. Le résumé de ce match avec Siragatou Sissé. Dos au mur avant cette rencontre, le stade malien de Bamako a gâché l'opportunité de se mêler de la danse à 4. 3 équipes avaient 3 points au coup d'envoi, sauf le stade malien. Les Blancs, conscients de l'enjeu, se jettent dans la bataille. À la 45e minute, Moussa Diawara accélère et trouve Abdoulaye Sissoko. L'ailier de poche d'une louche bat le portier sfaxien. Mi-temps 1-0. Juste à l'entame de la seconde période, les Tunisiens égalisent par l'Ivoirien Idrissa Kouyaté, héritant d'une balle à ras de terre. 1-1. Le stade malien a pris un coup au moral. Les visiteurs déroulent comme dans leur jardin. Le latéral droit du stade, Djibril Sako, est expulsé à la 60e minute pour cumul de jaune. Comme le malheur n'arrive jamais seul, les stadistes encaissent un second but à la 78e minute par Ben Youssef Fakhreddine. L'attaquant tunisien saute plus haut que la défense stadiste pour tromper Soumaïla Diakité. 2-1. La fin du match est insoutenable pour les Blancs. Score final 2-1 pour les Sfaxiens. C'est un match équilibré, bien sûr, nous pas un but contre nous qui n'a pas besoin de faire cette chose. Pourquoi nous ne sommes pas bien organisés dans un coup franc à nous, un counter de Stade de Mali. On est tombé sur une équipe qui est plus forte que la mienne. On a essayé, le fait d'être en plus réduit à 10 une partie du match ne nous a pas aidé, mais là c'est surtout la valeur de l'adversaire qui fait qu'on est battu ce soir. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de honte. Dans l'autre match du groupe, l'Étoile a battu Saint-Georges 2-1. Les Sfaxiens s'emparent de la tête du groupe avec 6 points, suivi de l'Étoile sportive du Sahel de Sousse 3 points et Saint-Georges d'Éthiopie 3 points. Le stade malien de Bamako est 4e, 0 points. La 3e journée, prévue le week-end des 16, 17 et 18 août prochains, verra le stade malien de Bamako recevoir l'Étoile sportive du Sahel de Sousse et le club sportif sfaxien accueillir les Éthiopiens de Saint-Georges. Autre grand titre de ce journal, les dames du stade malien de Bamako sont championnes depuis hier soir. À l'issue de la 3e journée des play-offs, les stadistes ont battu le Djoliba AC 88-53. Ce 3e succès d'affilée offre le titre au stade dames. Chez les hommes, la compétition se relance avec la victoire de l'USFAS devant l'AS Real, compte rendu Kodjisibi. Cette rigueur, le manager du stade malien l'a bien transmise à ses joueuses. Le Djoliba Athletic Club, battu lors des 2 premières journées, fait un semblant de résistance juste dans le quart-temps initial. Par la suite, il n'y a plus qu'une seule équipe qui s'exprime sur le parquet, le stade malien de Bamako. Pendant que les Djolibistes alignent les tirs sans conviction, les stadistes font preuve d'agressivité à tous les niveaux. Très habiles dans les tirs à distance, elles ont plus 26 à la mi-temps, soit 43 à 17. Pas facile de rester concentré avec un tel écart. Pourtant, les protégés de Sori Diakité reprennent leur festin en 2e période. Elles infligent aux rouges du Djoliba d'énormes pertes de balles et concluent les interceptions.
Kankou Koulibaly est intenable. Le naufrage collectif du Djoliba aidant, le manager du stade malien peut tranquillement tourner son effectif et faire participer tout le monde à ses succès éclatants. 35 points à la fin du match, une soirée vraiment 100% stade malien. Moi, je suis très fière de mon équipe et je suis vraiment contente. Mes filles, elles ont accepté de travailler. C'est seul le travail qui paye. Vraiment, on est content aujourd'hui, c'est la fête. Depuis les 3 matchs, les stades sont engagés plus que nous. Parce que nous, on croit qu'on vient, on prend la victoire facilement. Donc, c'est le sport, quoi. Donc, ils ont gagné. Donc, chapeau, félicitations. Chez les hommes, l'USFAS en bleu veut pousser l'AS Real qui mène par 2 victoires. Les équipes sont au coude à coude jusqu'à la mi-temps avec un léger avantage pour les militaires, 27-26. Troisième acte de jeu, l'USFAS connaît ses moments de grâce. Les Scorpions ne connaissent pas la réussite ce soir, surtout l'adresse qui fait défaut. Malgré le forcing du Real, dans le dernier quart-temps, l'USFAS conserve son avance et gagne 64-60. La suite, c'est ce lundi. C'est sur cet élément sport que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. L'ensemble de la rédaction vous donne rendez-vous demain, 10h-13h, une présentation de Aïssata Ibrahima Maïga pour les éditions du soir. Retrouvez Ndeye Sissoko. Bonne suite de Ramadan. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.